La douce lumière de l'aube filtrait à travers la fenêtre de la chambre de Camille Dubois, lançant une lueur dorée sur les objets familiers et réconfortants qui remplissaient l'espace. Bien que ce fût son jour de congé, elle s'était réveillée plus tôt que d'habitude, mue par un mélange d'excitation et de nervosité. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres, c'était le jour de sa rencontre avec Michel Durand, et pas n'importe où, mais au bord d'un pittoresque lac, connu pour sa beauté tranquille et ses vues inspirantes. Camille se leva, sentant son cœur battre d'anticipation. En s'habillant, elle pensait à Michel, son sourire, la manière dont ses yeux brillaient quand il riait, et la gentillesse avec laquelle il la traitait toujours. Elle choisit soigneusement sa tenue, optant pour une robe simple mais élégante, qui complétait son teint et reflétait la lumière du soleil de manière charmante. Dans la cuisine, tout en prenant son café, Camille passait mentalement en revue tout ce qu'elle devait emporter. Un panier pique-nique était déjà préparé avec des sandwichs soigneusement emballés, des fruits frais, une bouteille de vin blanc et des verres en verre. Elle voulait que tout soit parfait. Avant de partir, Camille prit son sac à main, vérifia si elle avait tout, la serviette de pique-nique, le livre que Michel avait mentionné vouloir lire, la crème solaire, mais jeta un dernier coup d'œil dans le miroir. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer l'anxiété qu'elle ressentait. Et aujourd'hui sera une merveilleuse journée, se dit-elle avec un sourire confiant. Elle ferma la porte de sa maison et se dirigea vers la voiture, sentant une douce brise qui semblait chuchoter des promesses d'une rencontre inoubliable. À la radio, une mélodie douce jouait, complétant parfaitement l'état d'esprit optimiste de Camille. Alors qu'elle conduisait, les scènes de sa rencontre parfaite se déroulaient dans son esprit, chaque détail peignant un tableau de joie et de romance. Arrivée au lac, l'eau reflétait le bleu cristallin du ciel, et l'endroit était paisible, avec seulement le doux son des vagues embrassant la rive. Camille gara la voiture, prit son panier et se dirigea vers l'endroit qu'elle avait en tête, un petit coin sous l'ombre de vieux saules. En mettant tout en place, elle regarda autour d'elle, satisfaite du choix parfait du cadre pour sa rencontre. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée de Michel. Camille s'assit au bord du lac, laissant ses pensées flotter aussi librement que la brise qui jouait avec les mèches de ses cheveux. Aujourd'hui, elle le sentait, serait un jour mémorable. Le soleil brillait haut dans le ciel lorsque Camille, avec l'attente dansant dans son cœur, entendit le son de son téléphone interrompant le silence du moment paisible. Elle sortit le téléphone de son sac, toujours souriante, anticipant peut-être un message de Michel disant qu'il était en route. Cependant, le nom qui clignotait sur l'écran n'était pas celui de Michel, mais celui de sa mère. Confuse, mais sans soupçonner le poids de cet appel, Camille répondit avec une légère tremblote dans la voix. « Eh allô, maman? Quelque chose s'est-il passé ?» De l'autre côté de la ligne, la voix de sa mère était tremblante, chargée d'urgence et de panique à peine contenue. « Camille, ma chérie, tu dois venir à l'hôpital maintenant. C'est Michel, il a été attaqué et il est très mal en point. » Le monde de Camille semblait tourner et elle sentit le sol bouger sous ses pieds. « Quoi? Attaque? Comment ça ?» Sa voix tremblait, la réalité de la situation commençait à s'enfoncer dans sa poitrine serrée. « Ta mère vient juste de m'appeler, chérie. Ils ne savent pas grand-chose pour l'instant, juste qu'il a été trouvé blessé et inconscient. Il est dans le coma, Camille. Tu dois venir ici. » Des larmes commencèrent à perler dans les yeux de Camille, chaque mot de sa mère était comme un coup, et son cœur commença à se serrer avec la nouvelle. Rapidement, elle rassembla ses affaires, à peine consciente du poids du panier pique-nique désormais inutile à ses côtés. Avec des pas hésitants, elle retourna à la voiture, jetant le sac et le panier sur le siège passager. Pendant la course vers l'hôpital, son esprit était en tumulte. Michel, l'homme gentil et aimant qui avait apporté tant de joie et de couleur dans sa vie, se battait maintenant pour sa vie dans un lit d'hôpital pour des raisons qu'elle ne pouvait commencer à comprendre. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais aucune réponse ne venait. Qui ferait une chose pareille à Michel? Pourquoi? Camille arriva à l'hôpital le cœur serré, courant à travers les couloirs stériles et sentant l'odeur d'antiseptique jusqu'à ce qu'elle atteigne la réception. Michel Durand souffla-t-elle à l'infirmière, qui tapait quelque chose sur l'ordinateur. « Et je suis sa petite amie. S'il vous plaît, où est-il » L'infirmière lui offrit un regard compatissant avant de guider Camille à travers les couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs où Michel était retenu. Chaque pas était un effort, chaque respiration, un combat. En entrant dans la chambre et en voyant Michel, pâle et immobile sous les draps d'hôpital, une vague de désespoir l'envahit. Camille s'approcha du lit, prit la main froide de Michel, et les larmes se mirent à couler librement alors qu'elle murmurait des promesses d'amour et des supplications pour qu'il se réveille.
La réalité de la situation était brutale, et la journée qui avait commencé avec des promesses d'amour et de joie s'était transformée en cauchemar dont elle désirait désespérément se réveiller. Dans les jours qui ont suivi le terrible incident, Camille a transformé la chaise à côté du lit d'hôpital de Michel en son nouveau chez-soi. Elle restait là, heure après heure, tenant la main de Michel, lui parlant doucement même s'il ne pouvait pas répondre. L'espoir de voir un signe d'amélioration ne l'abandonnait jamais, mais avec chaque jour qui passait sans changement, le poids sur son cœur devenait plus lourd. Chaque matin, Camille arrivait à l'hôpital avec le lever du soleil, les yeux lourds de sommeil et le visage marqué par la fatigue. Elle apportait avec elle de petites choses qu'elle pensait pouvoir réconforter Michel, sa playlist préférée sur un petit haut-parleur, des livres dont ils avaient discuté de lire ensemble, des photos de moments heureux qu'ils avaient partagés. Elle les disposait soigneusement autour de lui, créant un sanctuaire de souvenirs et d'amour. Pendant la journée, les médecins et les infirmières entraient et sortaient, vérifiant les moniteurs, ajustant les médicaments, offrant des mots de réconfort qui sonnaient de plus en plus creux. Camille les remerciait d'un signe de tête, son attention toujours portée sur Michel, observant chaque respiration, chaque petit mouvement, espérant un miracle. La nuit, l'hôpital se calmait, et le silence de la chambre n'était interrompu que par le bip des moniteurs et la respiration mécanique qui maintenait Michel en vie. À ces moments-là, Camille se permettait de pleurer, sanglotant doucement à côté du lit, tenant la main de Michel, implorant en chuchotement qu'il revienne vers elle. La peur de perdre Michel pour toujours tourmentait Camille à chaque instant. Elle essayait d'éloigner les pensées négatives, se concentrant sur les souvenirs heureux, tentant de transmettre cette énergie positive pour lui. Amis et famille venaient rendre visite, apportant des mots d'encouragement et de soutien, mais Camille à peine les entendait. Sa réalité se résumait au son des appareils médicaux, à la peau pâle de Michel sous la lumière froide de la chambre d'hôpital, à l'espoir qui refusait de mourir. Le temps semblait s'écouler à un rythme différent entre ces murs, chaque jour s'étirant avec la lenteur d'une éternité. Mais Camille restait forte, une gardienne silencieuse au chevet du lit d'hôpital, alimentée par la foi et l'espoir, refusant de laisser le désespoir prendre complètement le dessus. Elle parlait à Michel de l'avenir, de tout ce qu'ils voulaient encore faire ensemble, de son attente impatiente pour qu'ils retrouvent le bonheur comme avant. C'était un combat constant contre la peur, mais c'était un combat qu'elle était déterminée à continuer. Camille ajustait le couverture de Michel, tentant de lui donner un peu de confort, quand une ombre se forma à l'entrée de la chambre. Relevant les yeux, elle vit Jérôme Moreau debout dans la porte, son regard fixé sur Michel avec une expression indéchiffrable. Le cœur de Camille s'emballa, non seulement à cause de la surprise de la visite, mais aussi par l'intensité troublante avec laquelle Jérôme l'observait. « Puis-je entrer ?» demanda Jérôme, sa voix douce contrastant avec sa présence imposante. Camille acquiesça, à contre-séhur. Elle savait qui il était, bien sûr, l'homme riche et puissant dont la famille possédait pratiquement la moitié de la ville. Mais sa présence là, en ce moment, la mettait mal à l'aise. « Comment il va ?» demanda Jérôme, s'approchant du lit avec un regard qui tentait de paraître compatissant. « Est stable, pour l'instant, répondit Camille sèchement, l'observant attentivement. Jérôme hocha la tête, regardant Michel avant de reporter son attention sur Camille. « C'est une tragédie, vraiment. Michel était un bon garçon. » Sa pose et le choix des mots n'ont pas échappé à Camille, qui ressentit un malaise. « Tu parles comme s'il était déjà ?» commença Camille, mais sa voix défaillit. « Ah, mais nous sommes tous à la merci du destin, n'est-ce pas ?» dit Jérôme, regardant droit dans ses yeux. « Parfois, les choses arrivent pour une raison. Parfois, les gens doivent être corrigés. » Ce qu'il insinuait fit tourner l'estomac de Camille. Elle le fixa, essayant de dissimuler la peur et la colère qui commençaient à bouillir en elle. « Que veux-tu dire par là, Jérôme ?» Jérôme sourit, un sourire froid qui n'atteignit pas ses yeux. « Je dis juste que, parfois, les actions ont des conséquences. Michel, eh bien, il a fait quelque choix malheureux. Et tu veux dire que tu as quelque chose à voir avec ce qui lui est arrivé ?» demanda Camille, sa voix gagnant en force malgré la peur. Jérôme haussa les épaules, comme s'il discutait de quelque chose de trivial. « Je ne dirais pas ça directement. Mais, tu sais, quand tu t'attaques à des personnes puissantes, tu peux finir par te blesser. » L'insinuation était claire, et l'impuissance face à une telle confession voilée laissa Camille tremblante. Jérôme continua à parler, chaque mot devenant comme un coup de poing dans l'estomac de Camille. « J'espère qu'il se rétablira. Ce serait dommage de perdre un talent comme le sien. Mais souviens-toi, Camille, il vaut toujours mieux être du bon côté des bonnes personnes. » Avec ces mots, Jérôme prit congé, laissant Camille seule dans la chambre avec Michel.
Ces paroles résonnaient dans son esprit, une menace à peine voilée qui laissait entendre que Michel avait été victime d'un jeu bien plus grand que ce qu'elle imaginait. Maintenant, plus que jamais, Camille sentait le poids de la bataille qui l'attendait. Ce n'était pas seulement un combat pour la récupération de Michel, mais aussi une lutte contre l'ombre écrasante de Jérôme Moreau. Après la rencontre perturbante avec Jérôme Moreau, Camille se trouvait dans un état de détermination fervente. Sa douleur pour l'état de Michel s'était transformée en un besoin résolu d'agir. Assise au chevet du lit d'hôpital, sous la faible lumière qui effleurait à peine les formes silencieuses des équipements médicaux, elle commença à esquisser un plan. Camille savait qu'affronter Jérôme directement serait imprudent et dangereux, compte tenu de son pouvoir et de son influence. Au lieu de cela, elle décida qu'elle devrait être astucieuse, en utilisant des méthodes indirectes pour découvrir son lien avec l'attaque contre Michel. Tout d'abord, elle ferait appel à ses compétences en recherche, celles qu'elle avait perfectionnées pendant son temps à l'université. Elle commença son enquête par les contacts les plus proches de Jérôme, explorant leurs réseaux sociaux et les interactions publiques qui pourraient suggérer un motif ou une connexion avec le crime. Camille passait des nuits blanches à naviguer à travers les profils, prenant des notes sur les noms et les relations, essayant de découvrir un schéma ou un indice négligé. Parallèlement, Camille entra en contact avec certains amis de Michel qui pourraient avoir des informations sur tout conflit récent entre lui et Jérôme ou ses associés. Elle organisa des rencontres discrètes dans des cafés et des parcs, loin des regards curieux, où des conversations chuchotées révélaient plus que ce que les réseaux sociaux pourraient montrer. Lors d'une de ces rencontres, un ami proche de Michel confia avoir vu Jérôme et Michel discuter vivement lors d'une fête quelques semaines avant l'attaque. La dispute, apparemment, portait sur une affaire que Michel aurait refusée, quelque chose qui aurait pu nuire aux intérêts de Jérôme. Cette information était cruciale, mais elle n'était pas encore suffisante pour une accusation. Avec ce nouvel indice, Camille décida qu'elle aurait besoin de preuves concrètes pour relier Jérôme au crime. Elle investit dans une petite caméra et un enregistreur vocal, des équipements qu'elle commença à transporter avec elle en toutes occasions, espérant capturer quelque chose de compromettant. De plus, Camille se familiarisa avec la routine de Jérôme, le suivant à une distance sûre. Elle observait ses mouvements, qui il rencontrait, où et quand. Petit à petit, elle commençait à dresser une carte de ses activités, cherchant toute incohérence ou comportement suspect à approfondir. Chaque petit progrès dans son enquête renforçait la résolution de Camille. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux, mais l'injustice et l'impunité que représentait Jérôme étaient inacceptables. Elle ne pourrait pas, ne voudrait pas, laisser cela sans réponse. Déterminée, Camille persévérait, animée par l'espoir qu'un jour, elle pourrait rendre justice à Michel et exposer Jérôme pour le monstre qu'il était vraiment. Après des semaines d'observations minutieuses et de collecte d'informations sur Jérôme Moreau et son cercle d'influence, Camille décida qu'il était temps de s'infiltrer plus profondément. L'idée d'un déguisement s'imposa comme une nécessité pour s'approcher sans éveiller les soupçons, et elle opta pour quelque chose que personne ne remettrait jamais en question, une religieuse. Le costume non seulement lui donnerait un voile d'anonymat, mais la protégerait également sous le manteau de la confiance et du respect. Camille acheta un habit de religieuse complet dans un magasin de costumes de théâtre, pratiquant sa posture et ses manières pour garantir que son déguisement soit convaincant. Elle savait que la moindre erreur pourrait compromettre non seulement son enquête, mais aussi la mettre en grave danger. Ainsi vêtue, Camille commença à fréquenter les lieux que Jérôme et ses associés étaient connus pour visiter. L'un de ces endroits était un café populaire parmi l'élite des affaires de la ville, un lieu de rencontre discret pour des négociations et des conversations qui n'étaient pas destinées à être entendues par des tiers. Assise dans un coin réservé, Camille observait, écoutait et de temps en temps, prenait discrètement des notes sur un petit carnet qu'elle gardait caché sous ses vêtements. Elle commença également à assister à des événements de charité et des fonctions de l'église où Jérôme était souvent vu. Camille se rendit compte que, sous son déguisement, elle pouvait se déplacer librement dans ces environnements, ne recevant que des salutations respectueuses et des sourires gentils. Lors d'une de ces occasions, elle réussit à se positionner près de Jérôme lors d'une réception dans une galerie d'art, écoutant alors qu'il discutait de projets futurs avec un possible complice. Au fil de plusieurs semaines, Camille accumula une mine d'observations et d'interactions enregistrées discrètement. Lors d'une soirée particulièrement fructueuse, alors qu'elle était à un dîner de gala bénéfique, elle parvint à capturer une conversation révélatrice entre Jérôme et un politicien local connu, où il mentionnait régler des comptes et traiter les problèmes de façon permanente. Bien que non explicites au point d'être une preuve concrète, les dialogues étaient hautement suspects et fournissaient davantage de pièces au puzzle sur la nature des activités de Jérôme. À chaque visite à ces endroits, Camille affinait son déguisement et ses techniques d'espionnage, devenant plus audacieuse dans ses approches et sa collecte d'informations.
Elle savait qu'elle approchait du point où elle pourrait enfin tendre un piège pour capturer Jérôme et ses complices dans une confession claire et indiscutable. Le risque était énorme, mais chaque jour passé aux côtés du lit d'hôpital de Michel, le voyant lutter pour sa vie, Camille réaffirmait son engagement à rendre justice, quoi qu'il en coûte. Après des semaines de préparation et d'enquête méticuleuse, Camille se sentit enfin prête à exécuter la partie la plus cruciale de son plan. Elle choisit un bar connu pour être l'un des lieux favoris de Jérôme et de ses associés, un endroit où les conversations coulaient aussi librement que l'alcool, et où elle espérait capturer la confession dont elle avait besoin. À nouveau vêtue de son déguisement de religieuse, Camille entra dans le bar avec un calme forcé, le cœur battant fort sous le tissu lourd de l'habit. Elle portait sur elle un enregistreur vocal caché, stratégiquement placé sous ses vêtements pour capter chaque mot prononcé autour d'elle. Le bar était animé, avec le brouhaha habituel de rires, de conversations et de tintements de verre. Camille s'assit à une table dans un coin, d'où elle avait une vue claire de l'endroit et pouvait observer Jérôme lorsqu'il arriverait. Elle commanda de l'eau, restant discrète et vigilante. Peu de temps après, Jérôme et 2 de ses acolytes habituels entrèrent dans le bar. Ils choisirent une table pas trop loin de celle où était assise Camille. Riant bruyamment et avec une apparence insouciante, le trio semblait célébrer un genre d'accord ou de succès récent. Camille ajusta discrètement le dictaphone, s'assurant qu'il était prêt à enregistrer la conversation. Priant silencieusement pour que son déguisement tienne bon, Camille s'approcha de la table de Jérôme. Avec une voix doucement modulée, elle les aborda, gardant la tête baissée comme si elle demandait une donation pour une œuvre de charité de l'Église. Jérôme, peut-être surpris de voir une religieuse dans ce contexte, ou peut-être à cause de l'alcool, l'invita à s'asseoir avec eux. « Qu'est-ce qui amène une sœur dans un endroit comme celui-ci » demanda Jérôme, visiblement amusé. Camille, jouant son rôle, parla de collecte de fonds et du travail de l'Église, introduisant subtilement des questions sur la moralité et la justice, essayant de guider la conversation vers des sujets qui pourraient provoquer des aveux ou du moins des commentaires compromettants. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que l'alcool coulait à flot, la conversation des hommes devenait plus imprudente. Profitant de l'atmosphère détendue, l'un des acolytes de Jérôme, influencé par la présence supposément inoffensive de Camille, commença à se vanter de ses récentes réalisations et de solutions à des problèmes, insinuant l'usage de la violence comme moyen de persuasion. Jérôme, bien plus prudent, rit et ajouta quelques mots qui, associés à ceux de son ami, formaient un récit dangereux et révélateur. Camille, à peine croyant à sa chance, resta calme, le dictaphone enregistrant chaque mot. Après avoir obtenu ce dont elle avait besoin, Camille s'excusa, disant qu'elle devait retourner à l'église. Elle quitta le bar le cœur battant, sachant qu'elle avait entre les mains les preuves qui pourraient enfin rendre justice à Michel. La soirée avait été un succès inattendu, et tandis qu'elle marchait de retour vers sa voiture, elle ressentit un mélange de soulagement et de crainte pour ce qui allait suivre. Après avoir obtenu les enregistrements cruciaux, Camille se prépara pour le dernier affrontement avec Jérôme. Elle savait que son approche devait être aussi méticuleusement planifiée que la collecte de preuves, compte tenu de la ruse et de l'influence de Jérôme. Décidant que la meilleure façon de l'affronter serait dans un lieu public mais encore contrôlé, Camille choisit un café fréquenté par les deux, où elle savait qu'elle pourrait trouver Jérôme dans un moment de relative vulnérabilité. Vêtue de sa tenue habituelle, abandonnant le déguisement de religieuse, Camille arriva au café. Son cœur battait fort, mais sa détermination la maintenait concentrée. Elle vit Jérôme assis à sa table habituelle, en train de savourer son café du matin. Respirant profondément, elle s'approcha d'un pas assuré. « Jérôme, commença-t-elle, sa voix ferme malgré le nervosité. « Nous devons parler. » Surpris de la voir, Jérôme sourit d'abord, mais la gravité sur le visage de Camille le fit rapidement réaliser que quelque chose n'allait pas. « Camille, que vous amène ici? Un problème quelconque? » « Et vous pourriez dire ça, répondit-elle, posant une petite boîte, contenant l'enregistreur, sur la table. « J'ai récemment enregistré quelque chose d'intéressant. » Jérôme pâlit légèrement, mais se reprit rapidement. « Et que serait ce ?» Camille fit alors un geste audacieux et inattendu. Elle sortit 2 petits flacons de son sac, l'un avec un laxatif liquide et l'autre vide. Sans que Jérôme s'en aperçoive, elle versa le contenu du laxatif dans son verre tout en faisant semblant d'ajouter quelque chose de dangereux. « Je pense que vous devriez écouter ce que j'ai obtenu. Peut-être pendant que vous prenez votre café. » Jérôme observa, incertain s'il devait boire ou non. Camille appuya sur lecture sur l'enregistreur, et les voix de Jérôme et de ses complices parlant ouvertement de leurs actions commencèrent à remplir l'espace entre eux. La tension monta alors que Jérôme écoutait, son visage passant de l'incrédulité à la colère. « Vous m'avez empoisonné »
demanda-t-il, la voix tendue de peur et de fureur. Considérez cela comme un incitatif à dire la vérité, répondit calmement Camille. Vous pouvez tout avouer maintenant et recevoir l'antidote, ou vous pouvez en subir les conséquences. Jérôme, bien qu'il résistât initialement, commença à ressentir l'effet du laxatif. Craignant que ce soit quelque chose de pire, il commença à parler, avouant ses actions et ses implications, le tout enregistré par Camille. Après avoir obtenu ce dont elle avait besoin, elle révéla la vérité sur le poison. Ne vous inquiétez pas, Jérôme. Ce n'est pas du poison, c'est juste un laxatif. Mais je pense que la leçon a été apprise, non ? Humilié et vaincu, Jérôme ne put rien faire pendant que Camille rassemblait ses affaires, y compris l'enregistreur désormais rempli de confessions. Avec un dernier regard de dédain, elle laissa Jérôme au café, maintenant non seulement un homme vaincu par la justice imminente, mais aussi par l'astuce d'une femme déterminée à protéger ceux qu'elle aimait et à punir ceux qui le méritaient. Après le face-à-face décisif avec Jérôme au café, Camille ressentit un mélange de soulagement et de tension. Elle possédait les confessions enregistrées qui non seulement impliquaient Jérôme dans de graves délits, mais révélaient également l'étendue de son influence corrompue. Sachant que les prochaines étapes seraient cruciales, elle agit rapidement et avec détermination. Tout d'abord, Camille se rendit directement au commissariat le plus proche, emportant avec elle l'enregistreur contenant les confessions. À son arrivée, elle demanda une réunion avec le chef de police, expliquant qu'elle avait des preuves significatives concernant une série de crimes impliquant certaines des figures les plus puissantes de la ville. La gravité des preuves fut immédiatement reconnue, et Camille fut assurée que l'enquête serait traitée avec la plus grande priorité. Pendant que la police commençait le processus de préparation des arrestations, Camille prit la décision décisive d'impliquer également les médias. Elle savait que l'influence de Jérôme pourrait compromettre le processus, à moins que l'opinion publique ne soit informée et vigilante. Pour ce faire, elle contacta un journaliste d'investigation respecté, quelqu'un connu pour son intégrité et son courage dans la couverture des affaires de corruption. Camille rencontra le journaliste dans un endroit discret, lui remettant une copie des enregistrements et détaillant tout ce qu'elle savait sur les activités illégales de Jérôme et de ses complices. Le journaliste, réalisant l'ampleur de l'histoire, assura à Camille que l'information serait traitée avec la gravité qu'elle méritait et qu'un article détaillé serait publié dès que possible. En quelques heures à peine, l'histoire a commencé à prendre vie dans les pages de journaux et sur les réseaux sociaux, avec des extraits des enregistrements diffusés, exposant la vérité sur Jérôme au public. Les réactions furent de choc et d'indignation, et rapidement l'histoire est devenue le sujet principal de la ville, impossible à ignorer ou à étouffer. Pendant ce temps, la police a agi sur les aveux, arrêtant Jérôme et ses associés. La rapidité des arrestations a été motivée à la fois par la qualité des preuves et par la pression publique qui s'est formée en réponse aux révélations des médias. Camille a observé tout cela se dérouler avec un profond sentiment de satisfaction, mais aussi avec une certaine gravité. Elle savait qu'elle avait initié un processus de changement qui irait au-delà du cas de Michel. Cette nuit-là, alors que la ville réagissait aux nouvelles, Camille a senti qu'elle avait obtenu non seulement la vengeance, mais aussi un pas significatif vers la justice pour tous ceux qui avaient été lésés par des hommes comme Jérôme. Maintenant, c'était une question de voir le processus judiciaire suivre son cours, mais avec la tranquillité d'esprit que tout avait été fait pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'échappatoire pour Jérôme et ses complices. Après des jours intenses de lutte pour la justice, Camille a enfin senti qu'elle pouvait respirer plus librement en sachant que Jérôme et ses complices étaient sous garde et que la vérité était désormais entre les mains de la justice et du public. Avec un esprit un peu plus calme, elle est retournée à l'hôpital, impatiente d'être aux côtés de Michel dans les moments de récupération qu'elle espérait être imminents. En entrant dans l'hôpital, l'atmosphère familière des couloirs silencieux et l'odeur d'antiseptique l'enveloppèrent, apportant un mélange d'anxiété et de réconfort. Camille se dirigea rapidement vers la chambre de Michel, espérant simplement s'asseoir à côté de son lit, comme elle l'avait fait maintes fois, et lui tenir la main pendant qu'il continuait à lutter pour sa guérison. En approchant de la chambre, elle remarqua une agitation inhabituelle. Les infirmières et les médecins se déplaçaient avec un air d'urgence modéré, et il y avait un murmure d'excitation dans l'air. Le cœur de Camille battait la chamade, craignant initialement de mauvaises nouvelles, mais en s'approchant, l'une des infirmières qu'elle reconnaissait s'approcha avec un sourire éclatant. « Vous êtes arrivé au bon moment », dit l'infirmière, clairement émue. Michel s'est réveillé du coma il n'y a pas longtemps. Il est faible et encore confus, mais il a demandé après vous. Des larmes jaillirent des yeux de Camille, des larmes de soulagement et de joie cette fois. Elle entra rapidement dans la chambre, où elle trouva Michel allongé dans le lit, visiblement plus pâle et fragile que dans ses souvenirs, mais les yeux ouverts, regardant autour de lui avec un mélange de confusion et de reconnaissance. « Camille ?
Michel dit d'une voix faible mais claire, ses yeux se fixant sur elle. Eh oui, Michel, c'est moi. Je suis là, répondit Camille, s'approchant rapidement et prenant sa main. Vous êtes en sécurité maintenant. Je suis ici. Michel esquissa un léger sourire, serrant la main de Camille. Aïe. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens de vous. Le médecin entra dans la chambre et expliqua que bien que Michel se soit réveillé, il souffrait d'une amnésie partielle, un effet courant chez les patients qui avaient passé autant de temps dans le coma. Ils étaient optimistes quant à l'amélioration de sa mémoire avec le temps et le traitement, mais c'était un processus qui nécessiterait de la patience et du soutien. Camille acquiesça, déterminée à être aux côtés de Michel à chaque étape de sa récupération. Les prochaines semaines seraient difficiles, mais savoir que Michel l'avait reconnu donna à Camille une nouvelle force. Elle lui parla, lui racontant les jours écoulés, les petites victoires et les luttes, tout en lui tenant la main, se promettant à elle-même et à lui qu'ils affronteraient ensemble quoi que l'avenir leur réservât. Dans les jours qui suivirent le réveil de Michel, Camille resta à ses côtés, une présence constante tandis qu'il affrontait le long processus de récupération. La fragilité de Michel était évidente, mais chaque petit progrès apportait une vague d'espoir qui renforçait le moral des deux. Les séances de physiothérapie commencèrent, et Michel, bien souvent épuisé par des activités apparemment simples, se montrait résilient. Camille, quant à elle, veillait sur lui avec un dévouement qui dépassait le simple rôle de compagne. Elle était sa confidente, sa motivatrice, et surtout, la preuve vivante qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Lors des après-midi paisibles, lorsque l'hôpital permettait un moment de calme, Camille et Michel parlaient de projets futurs. Ces conversations étaient un baume pour les blessures émotionnelles et physiques que Michel portait encore. Ils discutaient d'idées sur où il vivrait, comment il pourrait adapter la vie quotidienne aux besoins de récupération de Michel, et plus profondément, comment ils pourraient redéfinir leurs rêves après le traumatisme vécu. Je pensais, commença Michel lors d'une de ces conversations, sa voix encore faible mais ferme, peut-être que quand je serai rétabli, nous pourrions voyager un peu, voir quelques endroits dont nous avons toujours parlé. Ça peut sembler idiot maintenant, mais... Camille lui serra la main, interrompant avec un sourire encourageant. Ce n'est pas idiot, c'est parfait. Ce sera notre façon de célébrer une nouvelle phase. Il reste encore beaucoup de choses pour nous dans la vie, Michel. Et je veux voir et vivre tout cela à tes côtés. Ces dialogues renforçaient non seulement le moral de Michel, mais aussi solidifiaient le lien entre eux, transformant l'adversité en un socle pour un avenir partagé. Camille apportait souvent des magazines de voyage et des brochures sur des destinations recommandées pour les personnes en convalescence, encourageant Michel à s'imaginer au-delà des murs de l'hôpital. En plus des projets de voyage, il parlait également d'initiatives plus pratiques, comme commencer un blog ou une chaîne YouTube pour partager leur histoire de récupération et de résilience. Ce pourrait être un moyen d'aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles, suggéra Michel un jour, l'idée apportant un éclat d'enthousiasme à ses yeux que Camille n'avait pas vu depuis longtemps. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de victoires, petites et grandes. Et à chaque pas que Michel faisait vers la guérison, Camille était là, célébrant les succès, le réconfortant dans les revers, et toujours regardant vers l'avenir avec espoir et détermination. Il savait que le chemin à parcourir serait encore long et parfois difficile, mais la certitude qu'ils marcheraient ensemble leur donnait la force d'affronter ce qui les attendait. Les mois de récupération s'étaient transformés en une année, et pendant ce temps, Michel avait retrouvé non seulement sa santé physique, mais aussi un nouveau sens du but aux côtés de Camille. Le traumatisme du passé, bien qu'il ne soit jamais complètement oublié, était devenu un catalyseur pour la croissance et le renouveau personnel. Par un après-midi clair et lumineux de printemps, Camille et Michel marchaient côte à côte le long d'un sentier fleuri dans le parc de la ville. Les arbres étaient couverts de fleurs, et l'air était chargé de la promesse de nouveaux départs. Ils s'arrêtèrent un instant, se regardant avec un sentiment de gratitude et d'amour qui s'était seulement approfondi avec les défis rencontrés. « Je n'arrive pas à imaginer passer par tout ça avec quelqu'un d'autre, » dit Michel, serrant la main de Camille. « Tu as été mon roc, ma raison de me battre. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Camille sourit, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Et j'ai toujours su que tu étais fort, Michel. Et je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Ensemble, on peut affronter n'importe quoi. » Ils reprirent leur marche, discutant de leurs projets pour l'avenir. Ils avaient décidé de déménager dans une petite ville côtière, où Michel pourrait poursuivre sa récupération au calme de la mer, et où Camille pourrait enfin ouvrir le petit café littéraire dont elle avait toujours rêvé. C'était une idée qu'ils avaient nourrie pendant les longs jours à l'hôpital, et maintenant, avec la santé de Michel restaurée et l'affaire contre Jérôme conclue, ils pouvaient enfin la concrétiser.
Je pense que je vais recommencer à écrire, dit Michel, avec une note d'anticipation. Peut-être un livre sur notre voyage, sur le dépassement. On dirait qu'on a assez de matériel. Et j'adorerais lire chaque mot, répondit Camille, serrant sa main tendrement. Et je vais servir le meilleur café pendant que tu écris. Ils rirent ensemble, profitant de la simplicité du moment et de la beauté de planifier un avenir ensemble. L'idée de laisser derrière eux la ville et les fantômes du passé pour embrasser une vie nouvelle et paisible semblait non seulement possible, mais nécessaire. Au coucher du soleil, Michel et Camille s'assirent sur un banc du parc, observant les couleurs du ciel changer. Le monde qui s'offrait à eux était plein de possibilités, et alors qu'ils planifiaient leur nouvelle vie, ils savaient que chaque rêve partagé était à portée de main. La conclusion émouvante de leur histoire n'était pas seulement sur les défis surmontés, mais sur le pouvoir de l'amour, de la résilience et de l'espoir. Libérés des ombres qui avaient autrefois menacé de les consumer, Camille et Michel regardaient vers l'avenir, prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie, ensemble.